Sous les montagnes calcinées du Burkina Faso, les capteurs ont crié l'impossible. Là-dessous, quelque chose d'énorme bougeait. En quelques minutes, l'anomalie sismique s'est muée en certitude mesurable. Le plus vaste gisement de diamants jamais détecté sur Terre, assez massif pour redistribuer marché, alliance et espoir. Alors une question s'impose, froide et nette, à Ouagadougou comme à Washington. Que fera Ibrahim Traoré de cette lumière enterrée, promesse et péril mêlés, miracle géologique, piège géopolitique ou tremplin vers une souveraineté assumée, avec des choix irréversibles à venir, le Burkina Faso avance, lucide, sur une ligne de feu. Ce que le monde vient d'apprendre sur le Burkina Faso dépasse la simple trouvaille minière. La découverte du Somgand pourrait redéfinir la carte économique de l'Afrique de l'Ouest et bouleverser les rapports de force entre puissances. En surface, tout paraît limpide. Un pays pauvre en infrastructures, mais riche en terre, vient de trouver, dans un volcan éteint, une fortune géologique. Pourtant, derrière cette clarté, se cache une équation politique inédite. Comment transformer un trésor brut en levier de souveraineté? Comment éviter que le diamant ne devienne à nouveau une chaîne? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les premières décisions seront décisives. Protection du site, partage de savoir, contrôle des investissements. Chaque choix comptera, car il fixera la frontière entre autonomie et dépendance. Si la promesse du Somme Gandé se concrétise, le Burkina Faso ne sera plus un point sur la carte, mais une boussole pour le continent. Et derrière l'éclat de la pierre, une question brûle. La richesse apportera-t-elle vraiment la liberté? Le 7 septembre 2025, à 7h42, un drone burkinabé survolant le plateau du Somme Gandé enregistra une densité anormale, 3,7 fois supérieure à toute valeur connue. Quelques minutes plus tard, les écrans de contrôle devinrent aveuglants. Le sol cachait un champ cristallin continu, s'étendant sur plus de 22 kilomètres. La nouvelle, d'abord tenue pour un artefact de capteur, atteignit Ouagadougou en moins d'une heure. Sous l'ordre direct d'Ibrahim Traoré, une équipe mixte d'ingénieurs et de géologues fut héliportée sur la zone. Ce qu'ils virent dépassait la science. Des couches de carbone solidifiées, tressées, comme un réseau veineux, tapissant la chambre d'un volcan endormi depuis des millénaires. Le Burkina Faso venait de révéler au monde un miracle géologique, mais aussi un fardeau. En quelques heures, les flux d'informations explosèrent. L'Afrique News publia une alerte spéciale, les agences économiques révisèrent leurs modèles, et les analystes comparèrent la découverte au premier puits de pétrole d'Arabie Saoudite. Au palais présidentiel, le ton était grave. Ibrahim Traoré savait que le destin venait d'imposer une épreuve à son pays. « Ce que nous avons trouvé n'est pas un cadeau, déclara-t-il, c'est une responsabilité. » Dans les villages, les anciens parlèrent d'un signe des ancêtres. Dans les marchés, les radios diffusaient en boucle le même titre. Le plus grand gisement de diamants au monde se trouve désormais au Burkina Faso. Pour la première fois depuis des décennies, l'espoir paraissait tangible. Mais, au-delà des chants et des drapeaux, montait déjà un silence lourd, la conscience que la pierre qui unit peut aussi diviser. Entre science et symbole, le Somgandé devenait le point de bascule d'une nation. Et sous l'éclat des cristaux, un compte à rebours invisible commençait. Au cœur de la tempête médiatique, un visage s'imposa, celui d'Ibrahim Traoré, jeune président militaire devenu symbole d'une souveraineté réinventée. En l'espace de 24 heures, il transforma une découverte fortuite en enjeu national. Ses premières images, diffusées à la télévision, le montraient debout, les mains croisées derrière le dos, observant les écrans holographiques du centre géologique. Aucun triomphalisme, seulement une concentration glaciale. Autour de lui, les conseillers et officiers s'agitaient, les chiffres s'additionnaient. Profondeur estimée,
main 600 mètres, masse cristalline, plus de 5 millions de carats potentiels. Valeur marchande préliminaire, 150 milliards de dollars. Face à ces données, Traoré parle à peu. Notre victoire, dit-il, sera la maîtrise, pas la possession. Ouah, c'est ici, kiki. La phrase se propagea aussitôt dans tout le pays. Dans la capitale, un professeur d'économie improvisa une leçon publique sur la malédiction des ressources. Dans un village du centre-nord, une jeune ingénieure, Salimata Kaboré, installa une station mobile pour mesurer les vibrations du sol. Son témoignage, repris par la presse, bévima le symbole d'une génération prête à défendre sa terre avec savoir. Ces micro-histoires incarnèrent l'impact immédiat du Somgand, l'énergie d'un réveil collectif. Mais la réaction extérieure fut tout aussi rapide. Les marchés européens oscillèrent. Les chancelleries demandèrent des rapports. La pierre, encore enfouie, pesait déjà sur les équilibres mondiaux. Dans cette tension, Ibrahim Traoré comprit que chaque décision, même locale, serait lue comme un acte global. Le volcan révélait plus qu'un minerai. Il révélait une ère. Tout commença à l'aube, quand les hélicoptères militaires survolèrent le cratère endormi du Somgand. Leurs projecteurs découpaient la brume comme des scalpels. En contrebas, les ingénieurs burkinabés et leurs partenaires chinois dressaient des balises autour de la zone interdite. Les premiers échantillons extraits confirmaient les estimations initiales. Pureté exceptionnelle, structure sable, densité hors norme. À Ouagadougou, les salles du palais vibraient d'une énergie fébrile. Les ministres, les géologues, les analystes défilaient. Chacun comprenait que le pays venait de basculer. Le président Ibrahim Traoré écoutait en silence, notait, puis tranchait. Son mot d'ordre: protéger avant d'exploiter. Djekshiou, le ton était donné. Les communications furent verrouillées. Les lignes diplomatiques saturèrent. À Paris, à Washington, à Moscou, les ambassades cherchaient des confirmations. En moins de 48 heures, le Burkina Faso devint le mot-clé le plus recherché des réseaux d'information. Sur le terrain, la sécurité se militarisa. Des drones civils survolaient la périphérie. Plusieurs furent neutralisés par l'armée. Les villages voisins reçurent l'ordre d'évacuer partiellement. Des points d'observation furent établis jusqu'à 10 km du site. La population, d'abord méfiante, commença à comprendre. Quelque chose d'immense se préparait. Le 9 septembre, Ibrahim Traoré prit la parole à la télévision nationale. Sa voix était calme, ses mots précis. « Ce diamant n'est pas un trophée, c'est un test ». La phrase devint virale, traduite dans plus de 20 langues. En une soirée, le chef d'État devint pour certains le visage d'une Afrique prête à se lever sans intermédiaire. Mais le monde extérieur réagit avec une brutalité calculée. À Washington, un rapport interne circula au Conseil de sécurité nationale. Impact stratégique du diamant burkinabé sur la stabilité du Sahel. À Paris, les plateaux de télévision parlèrent de changement d'équilibre. À Pékin, les commentateurs saluèrent le triomphe de la coopération technologique afro-asiatique. Et à Moscou, les généraux évoquèrent la revanche du Sud global. En quelques jours, la découverte scientifique se transforma en séisme diplomatique. Les cours du diamant grimpèrent de 14%. Les marchés des métaux rares frémirent. Les investisseurs flairaient une nouvelle ruée mondiale. Mais le président Ibrahim Traoré refusa les premières offres étrangères. « Pas avant un audit souverain », déclara-t-il devant ses ministres. Cette phrase, aussi simple qu'un verdict, fit l'effet d'une gifle dans certaines capitales. La fièvre atteignit les rues. À Ouagadougou, les étudiants portaient des banderoles. « Notre sol, notre avenir ». Des files de volontaires se formèrent pour protéger le périmètre du Somgand. Dans les mosquées, les églises, les places publiques, on priait, on chantait, on débattait. Le pays battait au même rythme que sa terre. Puis vint la secousse économique. La monnaie nationale gagna 6% en 3 jours. Les exportations de coton bondirent. Les réserves d'or furent revalorisées.
le Burkina Faso découvrait qu'une promesse pouvait aussi être un fardeau, celle de devoir grandir vite, sans perdre son âme. Sous la surface, la roche scintillait encore. Mais, en réalité, le véritable trésor n'était plus minéral. C'était la conscience d'un peuple qui se découvrait capable de décider seul. Au point de départ, la densité moyenne des sols volcaniques burkinabés n'excédait pas 3,1 grammes par centimètre cube. Or, au Somgand, les capteurs ont révélé une valeur de 12,9 grammes, cm3, soit 4 fois supérieure à la normale. Une anomalie géologique sans précédent. Ce simple écart explique la stupéfaction des ingénieurs. Une telle densité ne peut s'obtenir que sous pression extrême, dans des conditions qu'aucune simulation locale ne prévoyait. En d'autres termes, le sous-sol burkinabé s'est comporté comme un laboratoire naturel, forgeant un diamant qui défie la logique statistique. Deuxième donnée, la masse cristalline continue, estimée à 5,4 millions de carats exploitables. Ce chiffre ne signifie pas seulement richesse. Il traduit la continuité d'un filon presque homogène, un phénomène absent ailleurs. Les experts rappellent que le plus vaste champ sud-africain plafonne à 2,1 millions. Ici, le Burkina Faso dépasse le double. Les économistes y voient le signal d'un basculement de valeur mondiale. Le centre de gravité minérale glisse du sud au Sahel. Dans les projections du FMI, un tel volume pourrait faire croître le PIB national de 8 à 11% par an, sous réserve d'une gouvernance stable. Troisième donnée, la profondeur moyenne d'extraction, mesurée à 620 mètres, bien au-delà des 900 mètres standards des gisements africains. Cette différence implique des coûts techniques élevés, mais aussi une sécurité stratégique. Plus le gisement est enfoui, plus son contrôle militaire et environnemental reste centralisé. Ibrahim Traoré a d'ailleurs ordonné que toutes les opérations minières demeurent sous supervision nationale, les partenaires étrangers n'intervenant qu'en appui technologique. Cette directive, inscrite dans le décret NDEG 25-9 et SOM, devint la première charte d'exploitation souveraine du pays. À ces chiffres s'ajoutent les comparaisons. Les diamants du Somgandé affichent une pureté moyenne de 98,7% contre 93% au Botswana et 81% en Russie. Une différence de 5 à 7 points change le rang mondial d'un producteur. Le Burkina Faso passe ainsi sur le papier du statut de pays extractif mineur à celui de fournisseur stratégique global. Les analystes du Bloomberg Index y voient l'entrée de l'Afrique francophone dans la géopolitique des ressources rares. Mais ces données n'auraient aucune portée sans la lecture politique qu'en fit Ibrahim Traoré. Il imposa que chaque rapport technique soit publié en accès public, afin de rendre la science au peuple. Cette transparence inédite fit bondir la confiance intérieure de 27% selon le sondage national de septembre 2025. Pour la première fois, la donnée devint outil de souveraineté, et non arme d'influence. Ces preuves quantitatives ne racontent pas seulement un gisement, elles documentent un changement de centre de gravité du monde. Depuis l'annonce, deux visions s'affrontent. La première, largement relayée dans les milieux économiques occidentaux, affirme que le Burkina Faso n'a ni la technologie ni les capitaux pour maîtriser seul une ressource d'une telle ampleur. Selon ses partisans, toute tentative d'autonomie risquerait de conduire à une malédiction des diamants. Corruption, tensions sociales, isolement commercial. Le pays, disent-ils, finirait par dépendre d'alliances forcées et d'investisseurs opportunistes, à l'image de plusieurs États pétroliers avant lui. Les chiffres appuient dans cet argument. Plus de 70% des gisements africains gérés sans partenariat, structurés, ont connu une contraction économique 5 ans après leur pic d'exploitation. L'autre camp, celui des souverainistes panafricains, rétorque que cette prudence n'est qu'un masque. Pour eux, le Somgandé représente une chance historique de rompre la dépendance.
le Burkina Faso possède déjà un socle scientifique solide, 12 universités, un réseau d'ingénieurs miniers formés à Dakar et à Pékin, et un appareil militaire discipliné capable d'assurer la protection du site. Il rappelle que la valeur d'une ressource n'est pas seulement marchande, elle est symbolique. L'exploitation sous contrôle national, affirme-t-il, permettrait de réinvestir les profits dans l'éducation, l'énergie et la santé, construisant un modèle durable. Entre ces deux récits, Ibrahim Traoré a choisi une ligne médiane. Son approche ne nie pas les contraintes du marché global, mais elle refuse la tutelle. Le président a instauré un protocole inédit. Chaque contrat d'exploitation doit comporter au moins 51% de participation publique, un audit environnemental indépendant et une clause de transfert technologique. Ces garde-fous traduisent une idée simple. La souveraineté n'est pas fermeture, c'est maîtrise. Le débat reste ouvert, mais un fait demeure. En un mois, le Burkina Faso a réussi à transformer un choc minéral en laboratoire de gouvernance. Et dans ce laboratoire, chaque hypothèse se teste désormais à ciel ouvert. Le volcan ne dort plus. Sous la cendre, les détecteurs ont repéré une nouvelle couche minérale. Un anneau métallique chargé d'éléments rares. Scandium, lithium, néodyme, des métaux critiques pour les batteries et satellites. En d'autres termes, le Somme-Gandé n'abrite pas seulement la richesse d'hier, mais celle de demain. Lorsque la confirmation arriva, Ibrahim Traoré convoqua une session de crise au palais présidentiel. Le silence régna. L'équation venait de changer. Le Burkina Faso tenait entre ses mains non plus un simple gisement, mais un levier technologique planétaire. Les puissances étrangères le comprirent aussitôt. Washington publia une note interne parlant de risque d'alignement eurasien. Pékin célébra la victoire de la coopération Sud-Sud. Paris, elle, resta muette, prudente. En moins de 24 heures, les indices boursiers réagirent. Le diamant perdit 3%, le lithium bondit de 12%. Le monde bascula d'une fascination romantique à une panique stratégique. Dans cette bascule, Ibrahim Traoré prit conscience qu'il ne dirigeait plus seulement un pays. Il gérait une étincelle susceptible d'allumer une ère. L'impact du Somme-Gandé dépassa très vite la science. 4 cercles d'effets se mirent en mouvement, chacun redessinant un pan du réel. D'abord, nation, nouvelle conscience collective. Dans les villes comme dans les villages, le vocabulaire changea. Le mot pauvreté disparut peu à peu des conversations publiques. Les radios locales parlaient d'indépendance matérielle et d'économie d'identité. Les jeunes, longtemps tentés par l'exil, commencèrent à revenir. En moins d'un mois, les demandes d'inscription aux instituts techniques doublèrent, plus 2%. L'idée d'un avenir conçu au Burkina même cessait d'être utopique. Ce n'était pas encore la prospérité, mais déjà la fierté. D'abord, diplomatie, nouvelle donne mondiale. Les chancelleries bougèrent avec prudence. L'Union africaine proposa une mission d'observation scientifique conjointe, tandis que Washington, Moscou et Pékin s'invitaient dans le dialogue. Les États-Unis offrirent un programme de bourse minière, la Chine, des technologies d'extraction, la Russie, une coopération en sécurité. Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne, accepta la discussion, mais pas la dépendance. Il résuma. Nous parlerons à tous, mais nous signerons seuls. Ce positionnement attira le respect discret de plusieurs États du Sud, qui virent dans le Burkina Faso un nouveau modèle de diplomatie lucide. D'abord, développement, nouvelle architecture économique. Le gouvernement lança 3 chantiers simultanés, une banque des ressources pour gérer les flux miniers, une école nationale des mines à Ouagadougou et un fonds d'innovation destiné aux jeunes ingénieurs. Les premiers chiffres furent spectaculaires. Les recettes minières anticipées portaient la croissance prévisionnelle à 10,8% et l'investissement public augmenta de 6 sur 6 mois. L'économie, longtemps tributaire de l'agriculture de subsistance, entrait dans une phase d'industrialisation rapide. Les économistes étrangers y virent un laboratoire de diversification africaine. D'abord, cadre de vie,
valeurs sociales renouvelées. Au-delà des bilans, quelque chose de plus profond changeait. Les rues de Ouagadougou, autrefois marquées par la routine administrative, vibraient d'une énergie nouvelle. Graffiti, débats, chansons patriotiques. Dans les campagnes, les cérémonies traditionnelles évoquaient la terre comme mémoire vivante. Des associations de femmes lancèrent des coopératives pour transformer localement les sous-produits miniers. Et dans les écoles, les manuels furent révisés pour enseigner non seulement la géologie, mais aussi la responsabilité civique. Au centre de cette effervescence, Ibrahim Traoré devint le point d'ancrage d'un imaginaire collectif, celui d'une Afrique qui se regarde en face. La prospérité ne se mesurait plus seulement en carats, mais en confiance. Le Burkina Faso venait de prouver qu'une ressource n'a de valeur que lorsqu'elle élève ceux qui la gardent. Scénario de base, la consolidation fragile. Le Burkina Faso maintient son contrôle sur le Somme Gandé, tout en ouvrant prudemment quelques corridors commerciaux. Les premières exportations partielles de diamants bruts financent la modernisation des infrastructures, routes, réseaux électriques, formation des mineurs. Les tensions géopolitiques restent contenues, mais les pressions diplomatiques augmentent. Ibrahim Traoré doit alors arbitrer entre deux priorités, la vitesse économique et la stabilité politique. Dans ce scénario, la croissance s'installe autour de 39%, mais la gouvernance reste sous surveillance. Scénario optimiste. La maîtrise partagée. La charte d'exploitation souveraine est adoptée par d'autres nations du Sahel. Le consortium panafricain des ressources, imaginé par Ibrahim Traoré, prend forme. Mutualisation des technologies, banque de données communes, audit transfrontalier. Les partenaires asiatiques investissent dans des pôles de recherche à Ouagadougou, transformant le pays en centre de formation régionale. Les recettes minières sont réinvesties dans l'éducation et la santé. Les inégalités reculent. À 12 mois, le Burkina Faso pourrait devenir le premier État africain à convertir une ressource stratégique en moteur de savoir collectif. Scénario pessimiste. La spirale d'interférence. Un afflux de capitaux non régulés, couplé à des luttes d'influence étrangères, fragilise la cohésion interne. Des élites locales se divisent, des tensions sociales apparaissent, la production ralentit, les revenus se concentrent. Des puissances extérieures cherchent à imposer des partenariats d'urgence. Dans ce cas, la malédiction des ressources ressurgirait sous une autre forme, la dépendance masquée. Lecture transversale. Si la promesse du Somme Gandé s'appuie sur la transparence, alors la décennie qui s'ouvre pourrait devenir celle d'un nouvel humanisme africain, connaissance, dignité, responsabilité. Mais si la logique de rente reprend le dessus, le volcan se refermera sur un rêve inachevé. Ibrahim Traoré le sait. Le vrai pari n'est pas minier, il est moral. Ce qui se joue ici, ce n'est pas la richesse d'un sol, mais la capacité d'un peuple à la porter sans s'y perdre. Pendant que les graphiques s'animent et que les chancelleries débattent, un autre récit se tisse, celui des gens. Dans les marchés, les conversations ne parlent plus seulement de prix, mais de promesses. Un père dit à son fils, « Tu vois, c'est ici, sur notre terre, que les diamants dorment. » Une mère, vendeuse de mangue, raconte qu'elle n'a jamais vu autant d'écoliers rester après la classe. La curiosité a remplacé la résignation. Chez les étudiants, l'annonce du Somme Gandé a eu l'effet d'un électrochoc. Des clubs scientifiques se forment spontanément. Les réseaux sociaux s'emplissent donc de plans d'ingénierie dessinés à la main. Dans les universités, on débat du modèle économique le plus juste. Une génération, longtemps silencieuse, découvre la puissance d'un projet commun. Dans la diaspora, le souffle se propage. Des ingénieurs burkinabés de Montréal, Londres ou Abidjan proposent de revenir temporairement former les jeunes. L'idée d'un retour contributif remplace celle du simple retour au pays. Pour la première fois, la distance devient ressource. Et pour ceux qui regardent de loin, au-delà des frontières, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère,
Non pas un chef triomphant, mais un témoin d'époque. Il incarne une phrase simple. Le courage, c'est de ne pas vendre ce qu'on n'a pas encore compris. Dans chaque regard, une même étincelle circule. Et si cette histoire n'était pas seulement celle d'un pays, mais celle de l'Afrique qui se redresse sans bruit? Quand une nation retrouve sa voix, c'est tout un continent qui apprend à écouter. À présent, la découverte du Somme-Gandé doit se transformer en méthode. Ibrahim Traoré l'a formulée devant son gouvernement. Nous avons prouvé que nous pouvions trouver. Il nous reste à prouver que nous pouvons bâtir. C'est le cœur de la feuille de route nationale, articulée en 5 axes clairs. D'abord, gouvernance et transparence. Création d'une autorité indépendante des ressources stratégiques chargée de publier chaque trimestre les volumes extraits, les contrats et les recettes. Objectif, zéro opacité, zéro rumeur. D'abord, formation et savoir. Ouverture de l'Académie nationale des mines à Ouagadougou dès le second semestre 2026. 800 étudiants et techniciens y seront formés chaque année. Les indicateurs, taux d'emploi local et nombre de brevets enregistrés. D'abord, technologie et durabilité. Partenariat sélectif avec des universités asiatiques et latino-américaines pour développer des procédés d'extraction à faible empreinte écologique, suivi par capteurs IoT et audit public en ligne. D'abord, économie circulaire. Lancement de micro-coopératives chargées de transformer les résidus miniers en matériaux de construction. Ce maillage local vise à faire remonter 20% de la valeur ajoutée vers les communautés rurales. D'abord, intégration régionale. Mise en réseau des pays du Sahel à travers un consortium panafricain des ressources. Partage de données. Laboratoires communs. Fonds de stabilisation contre les chocs des prix. Chacune de ces étapes possède un responsable, un calendrier et un indicateur. Mais, au-delà des plans, demeure une conviction. Si la richesse circule, la dignité se renforce. Ibrahim Traoré l'a résumé ainsi. Ce diamant doit briller sans aveugler. Au lever du jour, le Somme-Gandé semble immobile. Pourtant, sous sa croûte noire, la chaleur persiste. Ce volcan endormi respire au rythme d'un pays qui se découvre lui-même. Dans les villages, les enfants apprennent que la terre n'est pas un décor. C'est une mémoire. Les anciens, eux, murmurent que les ancêtres avaient simplement attendu le moment où le peuple serait prêt. Autour des feux de veille, on raconte comment tout a commencé. Un éclat sur un écran, un silence dans une salle, puis la voix d'un homme. Ibrahim Traoré ne parla pas de miracle, mais de responsabilité. Il rappela que la richesse ne se mesure pas en grammes de diamants, mais en cohérence d'âme. Ces mots, gravés dans les esprits, sont devenus promesses. Nous garderons ce feu sans le consumer. Dans cette histoire, le volcan n'est plus une menace, mais un cœur battant. Le Somme-Gandé n'émet plus de lave, il diffuse un sens. Le vrai trésor, c'est la lucidité qui survit à la lumière. Quand le monde doute encore, le Burkina Faso avance, calmement, sur son propre chemin. Le Somme-Gandé n'est plus seulement un site minier, il est devenu un miroir. Il reflète le courage d'un peuple qui choisit la lenteur maîtrisée plutôt que la vitesse imposée. Autour du volcan, des écoles se bâtissent, des laboratoires s'illuminent et des coopératives s'organisent. Dans chaque pierre extraite, il y a un fragment de volonté collective. Et au sommet, le drapeau rouge et vert flotte non pas comme un symbole de victoire, mais comme une promesse tenue. Ibrahim Traoré continue d'apparaître sans emphase, visitant les chantiers, dialoguant avec les jeunes, rappelant que la souveraineté commence quand la peur s'arrête. Cette phrase, reprise dans les rues, est devenue une devise de génération. Le monde regarde, certains admirent, d'autres hésitent. Mais une chose est sûre, l'Afrique ne parle plus en écho, elle parle en voix propre.